Bonsoir, bienvenue à tous. Merci de nous retrouver pour les aléas du direct avec le jeudi de la politique. Mais vous allez voir, on a également beaucoup de charme ce soir avec une entreprise gardoise qui fait dans la lingerie. On aura également tout à l'heure Nicolas Rey pour l'amour est déclaré. Et puis une toute nouvelle rubrique sur la sexualité. Je vous en dis pas plus. Mais évidemment, c'est jeudi. Il n'y a pas Olivier Roiran, on le salue. Mais nous avons quand même de la politique avec Fabrice Verdier qui est avec nous, député pour le Parti Socialiste du département du Gard. Bonsoir, Monsieur Verdier, merci d'être avec nous. En face de vous, Franck Proust, député européen, UMP, également premier adjoint, j'ai pas tout dit, également premier adjoint à la ville de Nîmes. Et Monsieur Verdier est également maire de Fons-sur-Luçon. Et nous dirons un mot du cumul des mandats, tiens, dans un instant. Mais tout de suite, ce sont les titres. Marlène, vous vous êtes intéressée bien sûr à la grogne des commerçants de l'agglo de Montpellier. Ah oui, ça perdure. Depuis la semaine dernière, la cotisation foncière des entreprises provoque toujours la colère des commerçants, surtout les patrons des petites et moyennes sociétés de l'agglo de Montpellier. Ils étaient entre 500 et 800 à manifester ce midi devant l'hôtel d'agglomération. Une manifestation assez houleuse et pourtant la collectivité était revenue en arrière et avait pris des mesures pour limiter l'impact de la taxe. Et devant l'exaspération des manifestants ce midi, le président de Montpellier Agglomération a décidé de convoquer un conseil d'agglomération exceptionnel. Ce sera dimanche matin à 10h. Dimanche matin à 10h pour les conseillers communautaires pour trouver une solution face à cette crise. Et puis pendant ce temps-là, à Nîmes, on chasse le sanglier. Oui, depuis plusieurs semaines, les riverains du nord de Nîmes se plaignent. Des sangliers n'hésitent pas à s'approcher des habitations et causent des dégâts. Rien que cette semaine, une vingtaine de bêtes ont été aperçues en ville. La préfecture a ordonné des battues administratives dans 4 quartiers de Nîmes pour abattre ou du moins éloigner les bêtes. Olivier Bichel y était, vous avez vu ces images impressionnantes. Et pendant ce temps également, Luka Karabatic, à peine licencié, a déjà retrouvé un job. Oui. Oui, mais je voulais vous parler du vote dans les faits des PS. Ah ben je vous en prie. C'est pas grave. On m'a changé mon conducteur. Non. Alors aujourd'hui, on vote dans les fédérations socialistes partout en France et jusqu'à 22h, les militants sont appelés à désigner leur secrétaire de section et surtout leur premier secrétaire fédéral. Dans le Gard, 4 candidats sont en liste, tout comme dans l'Hérault, où le scrutin revêt un caractère particulier dans une fédération qui a passé de longs mois sous tutelle. Et si vous voulez, tout à l'heure, je vous parlerai de Luka Karabatic. Allez, d'accord, vous réunissez toutes vos infos, on en parle tout à l'heure. Je ferai attention au conducteur la prochaine fois. Merci Marlène, 19h pour le rappel des titres, 19h30 pour le journal. On enchaîne avec la politique. Je vous le disais, Franck Proust pour l'UMP avec nous, Fabrice Verdier pour le Parti Socialiste, si je puis m'exprimer ainsi. On reviendra tout à l'heure sur ce qui se passe à l'intérieur de vos formations politiques respectives. Profitons de vous avoir tous les deux sur ce plateau pour parler du contexte général national, de la situation de la France. Beaucoup de présence, bien sûr, du gouvernement, du Premier ministre et également de François Hollande depuis quelques semaines. Ça s'agite beaucoup du côté de l'exécutif avec des propositions, une future hausse de la TVA, des actions pour les entreprises, 20 milliards d'euros, en même temps beaucoup d'efforts budgétaires. Fabrice Verdier, est-ce que vous êtes rassuré par l'action du gouvernement que vous soutenez? Complètement rassuré. Je crois on est en train de respecter les engagements qu'on avait pris devant les Français, celui du redressement de la justice. Et ce pacte de compétitivité, il fait face à... Il est une réponse aux difficultés que traverse le pays. On est désormais la 17e pays industriel au niveau européen. On perd des parts de marché, on a un déficit commercial record. On a une désindustrialisation massive qui d'ailleurs est illustrée par un taux de chômage également record. Donc je crois qu'il fallait réagir pour favoriser l'innovation, l'investissement dans les entreprises. Et c'est ce que fait ce pacte de compétitivité tout en faisant en sorte de ménager la consommation et le pouvoir d'achat des Français. Un pacte qui aura un impact plutôt aux alentours de 2014. Vous ne pensez pas que c'est un peu traîné en longueur? C'est pas risqué ça pour l'économie française? Pour les entreprises, il a un impact dès maintenant parce qu'il rétablit quelque part des perspectives, il permet de retrouver la confiance. On avait une attente en matière de compétitivité et de coûts horaires du travail. On apporte la réponse à travers des aménagements, des allègements fiscaux de 10 milliards d'euros dès 2013 puisqu'ils seront intégrés dans les comptes des entreprises et donc ça va permettre à ces entreprises, puisqu'ils intègrent dans leurs comptes, de pouvoir investir, de pouvoir innover, de pouvoir faire de la recherche et développement ou même, s'ils le souhaitent, d'augmenter un certain nombre de leurs salariés. Donc je crois qu'il apporte une réponse très concrète, très rapide dès 2013. Après, il sera financé
en 2014 à travers la TVA, mais pas alors uniquement. justement, la TVA, augmenter les taux de TVA, alors vous allez dire que vous les augmentez moins que ce qu'avait prévu le précédent gouvernement, mais vous les augmentez quand même. La TVA sociale de Nicolas Sarkozy, c'était 12 milliards d'euros pour restaurer la compétitivité. Nous, le choc ou le pacte de compétitivité, c'est 20 milliards d'euros, financés à 50% par des diminutions de crédits pour l'État, par la rigueur au niveau de l'État, mais aussi des collectivités locales, par des économies, par une meilleure gestion. Et puis après, 6 milliards d'euros sur la TVA, et en 2014, une fiscalité écologique. Donc c'est 50% de moins qu'avait fait Nicolas Sarkozy. Et puis surtout, c'est pas la même façon d'appliquer un taux de TVA. C'est pas la même TVA. Ben, c'est pas la même TVA. Nicolas Sarkozy, c'était la TVA à 19,6 qui montait à 21. Nous, on a fait le choix d'alléger la TVA à 5,5 de 0,5 points. C'est celle qui concerne l'eau, l'énergie, l'électricité. Et donc, c'est restituer une part de pouvoir d'achat à ceux qui en ont le plus besoin. D'augmenter de 7 à 10% le taux intermédiaire, ça concerne notamment la TVA et la restauration. Et ça n'aura pas d'impact, parce qu'à travers l'allègement sur les cotisations patronales, ça sera indolore pour les entreprises. Et effectivement, d'augmenter de 0,4 points contre 1,6 points pour Nicolas Sarkozy, le taux à 19,6 qui passera à 20%. Franck Proust, un gouvernement qui augmente la TVA et qui diminue les charges des entreprises, normalement, vous êtes d'accord? Sur le principe, oui, sauf qu'on a vu disparaître la TVA sociale et on a vu apparaître la TVA socialiste. Je crois que effectivement, tout à l'heure vous avez dit un président omniprésent, il était temps, 6 mois après, le syndrome des 100 jours étant passé, les sondages sont au plus bas, toute la presse, y compris la presse bien pensante, parle d'amateurisme. Je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il manque véritablement à ce gouvernement, c'est une lisibilité, une stratégie. On peut être pour ou contre une idéologie politique, un programme, mais on voit bien que entre le candidat François Hollande et le président François Hollande aujourd'hui, on a l'impression qu'il découvre d'abord la crise. Il a passé son temps pendant la campagne présidentielle avec une crise d'anti-sarkozysme aiguë à nous expliquer que tous les malheurs de la France venaient du président sortant. Aujourd'hui, je l'ai écouté encore dans sa conférence de presse qui, d'ailleurs, sur le fond et sur la forme, a été quand même un grand spectacle. J'ai eu d'ailleurs beaucoup de mal à comprendre parfois, au bout de 2h30, en alignant des mots ou des phrases, à voir exactement où il voulait en venir. Et à force, et je crois que vous aviez un confrère ce matin, j'ai bien aimé le dessin humoristique, à force de pas vouloir tourner le vélo, le guidon à droite ou à gauche, on arrive à aller carrément droit dans le mur. Mais on le voit sur un certain nombre de sujets. Vous savez, il nous a expliqué aussi que le pacte signé par M. Sarkozy et Mme Merkel pour l'Europe, eh bien, lorsqu'il serait président, il allait complètement renégocier, mettre à bas les 26 pays qu'il avait co-signés. Et puis après, eh bien, 6 mois après, on s'est rendu compte, et d'ailleurs ça a causé beaucoup de problèmes, et je peux le comprendre de la part des partenaires de la majorité, et bien que ce traité, tout compte fait, était un bon traité, qu'il fallait surtout pas changer une virgule. Voilà, je crois que la TVA, alors, M. Verdi nous dit les entreprises comme les salariés, ça va mieux. Moi, je gère une petite PME, j'en rencontre beaucoup d'entreprises et de salariés. J'ai plutôt l'impression que la fiscalité a augmenté. Il y a eu d'ailleurs d'entrée la décision de supprimer la fiscalité, la défiscalisation des heures supplémentaires, qui quand même bénéficiait à 9 millions de Français. Donc aujourd'hui, ça a été un véritable pouvoir d'achat en moins. Et puis on a vu la base du calcul de l'impôt augmenter sur la fiscalité. Et puis après, il y a eu le grand épisode du rapport Gallois, qui est un très bon rapport, puisque quand on regarde les 25... aux propositions du rapport Gallois. Complètement, puisque quand on regarde les 25 propositions du rapport Gallois, c'était quasiment la politique que voulait mettre en place Nicolas Sarkozy. C'est la même lecture que vous avez eue du rapport Gallois, Fabrice Verdier. Nicolas Sarkozy n'aurait pas fait mieux? Nicolas Sarkozy, il a été en responsabilité 10 ans, ou en tout cas il a été président 5 ans, il a été ministre les 5 années précédentes. Nous, on revient 10 ans après au pouvoir, et je crois qu'on ne peut pas faire on ne peut pas occulter le vrai bilan de la droite. C'est des déficits publics records, 600 milliards d'euros en 5 ans. C'est ça le bilan de Nicolas Sarkozy. Ce qui explique par exemple que dès le mois de juillet, on a voté un collectif budgétaire pour redresser les comptes publics, mais dans la justice. C'est vrai qu'on a mis fin au bouclier fiscal, et moi franchement, j'étais fier de voter cette mesure pour établir de la justice, de l'égalité, tout en ne pénalisant pas la consommation. Après, sur les heures supplémentaires, moi je suis prêt à m'en expliquer. Quel pays qui a un déficit commercial record, qui a un déficit public record, peut se permettre de financer, de subventionner les heures supplémentaires? Aucun. Ça n'existait nulle part ailleurs,
Et en plus, ça avait un effet très pervers, c'est que ça n'incitait pas les chefs d'entreprise à recruter. Par contre, pour les effectifs de moins de 20 salariés, on a gardé ce dispositif parce qu'on est conscient qu'un patron de PME comme Franck Proust ne peut pas nécessairement recruter quelqu'un et que les heures supplémentaires lui offrent une souplesse intéressante. Au-delà de 20 salariés, on préfère que l'arbitrage entre l'heure supplémentaire et le recrutement d'un salarié, ce soit le recrutement d'un salarié. Donc cette mesure coûtait 4,5 milliards d'euros, on l'a supprimée. Je crois qu'il était nécessaire de le faire. Pour autant, et c'est une question qui s'adresse à tous les deux, l'austérité budgétaire, la rigueur budgétaire, ça peut pas être le seul horizon aujourd'hui pour les pays européens. On le voit bien avec les pays les plus touchés aujourd'hui, c'est les pays du Sud, la Grèce, le Portugal, l'Espagne. Les gens sont dans la rue, en Italie également. Il y avait des manifestations en France. Donc ça peut pas être le seul horizon en termes budgétaires, en termes de politique, cette rigueur, cette austérité budgétaire. Le sérieux budgétaire n'empêche pas l'ambition. On a augmenté l'allocation de rentrée scolaire, on a augmenté le SMIC, on a recruté pour la première fois depuis 5 ans des enseignants et il y avait un vrai besoin, on a recruté des policiers, on a recruté dans la justice. Par contre, effectivement, on a fait des arbitrages budgétaires qui nous permettront d'atteindre 3% de déficit. Pourquoi? Parce que la signature de la France était compromise et que plus c'est compromis, plus vous avez des difficultés pour lever des fonds sur les marchés et que vous payez cher finalement les emprunts que vous faites. Grâce à la confiance restaurée, grâce au fait que finalement nous sommes désormais crédibles, qu'on a montré la volonté qu'on avait de résorber les déficits, on emprunte moins cher sur les marchés et finalement c'est meilleur pour l'équilibre budgétaire. Mais il n'empêche qu'on a fait des choix courageux de gauche en faveur des salariés, en faveur des plus démunis. Et puis effectivement on a augmenté la fiscalité, par exemple sur le capital qu'on a aligné sur celle du travail. C'est à la fois de la justice sociale, mais c'est aussi de l'efficacité économique parce que les PME ne sont pas touchées. Franck Proust, vous êtes député européen, donc vous rencontrez vos confrères, ils venus de tous les pays d'Europe, ils sont confrontés aux mêmes situations que la France. Ils sont pour cette austérité, cette rigueur générale, ou ils se disent non, à un moment donné, il faut changer de politique. Vous avez plusieurs types de gouvernements. Ce qui me gêne beaucoup, c'est que il y a encore quelques mois, la parole de la France était entendue. On avait un véritable patron. Et l'Europe était basée sur un couple franco-allemand qui était solide. Aujourd'hui, force est de constater... On se rappelle que c'était des fois un peu tendu entre Angela Merkel et Nicolas Sarkozy. On arrivait quand même, je me souviens d'une certaine nuit où le couple Angela Merkel et Nicolas Sarkozy est arrivé à ce pacte de stabilité financière qui était nécessaire, avec une véritable gouvernance économique. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si, comme je vous le disais, après l'avoir critiqué pendant près d'1 an, on a voté ce traité à la virgule près. C'est signe qu'il était bon et qu'il aurait dû faire d'entrée un consensus généralisé. Mais quand on regarde bien les autres pays, Angela Merkel pour l'Allemagne, Mario Monti en Italie ou Rajoy en Espagne, qu'est-ce qui se passe sur un budget? D'ailleurs, le PS a été le seul, le PS français, parce que quand on parle aussi en Europe, il y a plusieurs types de partis socialistes, à respecter la fameuse règle d'or. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas continuer à vivre au-dessus de nos moyens. Et en bon père de famille, vous avez des dépenses et des recettes. On ne peut pas continuer à augmenter les dépenses. Donc il n'y a pas 50 solutions. Si on veut ramener le déficit à 3% et à terme à l'équilibre, il faut diminuer les dépenses et augmenter les recettes. Diminuer les dépenses, on le connaît, c'est la problématique. J'allais dire que c'est dans les gènes de l'ADN du Parti socialiste. C'est véritablement leur mal profond, ils ne savent pas faire. Leur réponse, vous la connaissez, Franck Proust, si je peux me permettre, c'est que finalement les dépenses là et l'endettement qui s'est accumulé, c'est sous votre responsabilité, celui de votre Tout à fait, mais il y avait des dépenses qui généraient de l'activité, de la croissance. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Sur les recettes, je suis désolé, on n'essaye pas d'augmenter les recettes par rapport à de la richesse, par rapport à de la compétitivité des entreprises. On augmente les recettes par l'augmentation des ressources fiscales. On taxe les entreprises, on taxe les salariés. Aujourd'hui, et le rapport Gallois le dit, et j'espère que François Hollande et son Premier ministre Jean-Marc Ayrault vont respecter ce rapport. C'est vrai que je comprends qu'il aura fait peur, il l'avait quasiment entériné avant même qu'il soit sorti. Mais aujourd'hui, quand on regarde, j'attends les mesures, mais quand on regarde le rapport Gallois, qu'est-ce qu'il préconise? La diminution du coût du travail, l'augmentation du temps de travail. J'ai l'impression de relire le programme de Nicolas Sarkozy. Et jusqu'à présent, le choc de compétitivité qu'on attend au travers de ce rapport Gallois, j'attends de voir les mesures concrètes de ce gouvernement qui vont être en adéquation avec la remise de ce rapport, qui est un bien, incontournable si on veut retrouver la compétitivité de nos entreprises et donc pallier à l'austérité
qui pourrait être engendrée justement par la diminution des dépenses. Bon, je comprends bien, j'aurais du mal à vous mettre d'accord ce soir. On va faire un petit virage politique. On va parler de la situation de vos formations respectives. Regardez, c'était ce week-end à la Grande Motte. Voilà, l'UMP réunie, l'UMP en tout cas de la région réunie. Vous y étiez, Franck Pousse d'ailleurs, je ne vous ai pas posé la question. Non, j'avais reçu Christian Estrosi et Éric Ciotti la veille, mais je n'étais pas à la Grande Motte puisque j'inaugurais une permanence en Lozère, celle de monsieur Pierre Morel à l'huissier à la même heure. Voilà, donc c'était François Fillon, et donc on en a profité pour poser quelques questions à l'ancien Premier ministre, candidat à la présidence de l'UMP, vous l'avez compris, face à Jean-François Copé, et on a également Arnaud Julien, qui est président de l'UMP pour l'Hérault. Socialiste, avec les petites phrases de Madame Aubry contre François Hollande, Le Flambly et Auge et d'autres, eh ben on n'a pas eu ça pendant cette campagne interne, et je suis très fier d'appartenir à cette formation politique qui s'est montrée digne, et justement digne pour demain de nouveau gouverner la France. J'essaye de proposer un projet qui est un projet qui ne s'adresse pas plus à ceux qui sont très à droite qu'à ceux qui sont au centre, mais qui rassemble. Et je pense que c'est aujourd'hui la seule solution pour permettre à notre pays de relever les défis qui sont les siens. C'est François Hollande qui dirige la France, ça ne vous a pas échappé, c'est lui qui est en train de la mettre en grande difficulté. Voilà, merci beaucoup. François Hollande qui met la France en grande difficulté, ça a l'air de le faire sourire, François Fillon. Franck Proust, c'est votre vision de la politique ? Oui, non mais je voudrais dire deux choses quand même par rapport à cette élection interne de l'UMP qui me paraissent importantes. D'abord, je trouve très intéressant le débat et le fait que ce soit... Vous-même, vous êtes pour qui ? Je suis un des militants fervents de Jean-François Copé, et je vous expliquer en deux mots pourquoi tout à l'heure, mais je trouve que c'est très instructif qu'il y ait un débat au sein de notre mouvement, dans le respect. En tout cas, ça me paraît beaucoup plus sain qu'une autoproclamation, comme on l'a vu, et je suis très surpris qu'on ait autoproclamé à ce point-là Monsieur Harlem Désir au sein du Parti Socialiste. C'est important de donner la parole aux militants. Peut-être que les socialistes ne voulaient pas s'en refaire une grande campagne après la grande campagne. Ils avaient donné l'exemple avec la primaire au présidentiel. Je pensais qu'ils auraient poursuivi quand même le travail démocratique. Comment vous avez trouvé la campagne de l'UMP ? Vous donnez des leçons en matière de démocratie interne jusqu'ici. En général, vous ne votiez pas. Le président était choisi dans un conclave. Je vous rappelle que c'est les socialistes qui ont inventé les primaires, qu'elles ont fait école, y compris pour vous en interne et puis visiblement pour vous en 2017. C'est vrai que le Parti socialiste, son renouvellement, on progresse, ça veut dire a fait le choix de l'unité, mais... Alors comment vous avez trouvé cette campagne au sein de l'UMP, Fabrice Verdier ? Il y a une droite pain au chocolat, il y a une droite qui se veut rassembleuse d'après ce que dit François Fillon. Je constate qu'il y a une vraie fracture au sein de l'UMP. Il y a même certains députés qui indiquent que selon la victoire de l'un ou de l'autre, ils seraient prêts à rejoindre Jean-Louis Borloo. Donc on sent de vraies divisions. Le débat n'a pas été d'une hauteur extraordinaire. J'ai fait l'effort d'assister au débat Copé-Fillon. Effectivement, c'est traité très feutré, mais on ne voyait pas vraiment les différences. Peut-être une droite un peu plus musclée, et puis les ambiguïtés avec des futurs accords avec le Front National demeurent. Ah non, alors là, c'est une droite ambiguë. Je ne peux pas vous laisser dire ça, puisque les deux candidats ont été clairs, nets et précis. Il n'y aura jamais à l'UMP d'accord avec le Front National. C'est clair, net et précis, qu'il s'agisse de François Fillon ou de Jean-François Copé. Après, quand vous dites fracture, excusez-moi, je suis sûr que dimanche soir, une fois le président élu, toute l'UMP sera derrière le président de notre parti. J'ai choisi effectivement Jean-François Copé, tout simplement parce que dans la vie politique, il y a un profil, c'est un peu comme dans une équipe de football. Parfois, il y a des bons demi, il y a des bons gardiens. Zidane et Barthès ont été champions du monde. Il y en a un qui marquait des buts, les autres qui les arrêtaient. Je pense qu'aujourd'hui, sur la période 2012-2015, le plus à même de mener notre parti à la victoire, et on a des échéances importantes en 2014 et en 2015, puisqu'apparemment le calendrier électoral devrait... Jean-François Copé maintenant, François Fillon plus tard. Ah, j'ai pas dit ça. J'ai dit que simplement, chaque chose en son temps. Aujourd'hui, le président à élire qui va nous emmener jusqu'en 2015 me paraît plus en adéquation avec le profil de Jean-François Copé, qui est un homme combatif, un guerrier, qui a le courage politique. Voilà. Après, nous verrons. On se sert exactement des exemples du Parti Socialiste. Deux petites questions. Fabrice Verdier, tout à l'heure, vous allez rejoindre votre section socialiste à Fons-sur-Luçon. Vous votez pour qui au niveau départemental, vous ? Moi, je suis favorable à la parité, à la rénovation, donc je vote Cathy Guyot, qui a été une candidate courageuse face à Gilbert Collard. Et quand on parle
d'ambiguïté entre le FN et l'UMP. Je crois que cette circonscription l'a bien illustré. Mais bon, on ne va pas refaire l'histoire. Il y a eu quand même quelques manœuvres en coulisses entre les deux tours qui démontrent qu'il y a une vraie porosité entre l'UMP et le Front National. Oui, alors, Monsieur Verdier, excusez-moi Pierre Paul, mais vous avez déjà répondu. Non, simplement quand même sur cette histoire du Front National. Nous, on est clair et net avec les accords du Front National. J'aimerais que le Parti Socialiste soit aussi clair avec les extrêmes, et notamment le parti de M. Mélenchon. C'est un parti démocratique. Allez, dernière question. Quand on écoute M. Mélenchon, parfois le discours, excusez-moi... Dernière question, elle est pour Franck Proust, mais vous comprendrez pourquoi. La semaine dernière, sur ce plateau, Yvan Lachaud, qui est avec vous au sein de la majorité municipale de Nîmes, a dit qu'il était absolument intéressé candidat pour les élections municipales en 2014 à Nîmes. Vous, votre position, c'est quoi? Il me semble que Jean-Paul Fournier a demandé un temps de réflexion pour savoir s'il devait se représenter ou pas, parce que c'est vrai que c'est un 3e mandat, c'est une décision qu'il souhaite partager aussi avec sa famille. Donc, avant de prendre une décision quelle qu'elle soit, eh bien, je vais attendre la décision de Jean-Paul Fournier. Voilà, je crois que, vous savez, c'est 2014, c'est encore très très loin. D'accord, merci monsieur. Restez avec nous. La récompense après le débat, c'est le défilé. Je vous l'ai promis, dans un instant, on va parler d'économie, mais en plus, on va parler de sous. C'est comme ça, on est comme ça sur TV Sud. À tout de suite.